Salut tout le monde, c'est Rito, on se retrouve pour la review du chapitre 1093 de One Piece. On va en parler comme d'habitude. N'hésite pas à liker un maximum la vidéo, à t'abonner si tu aimes One Piece. On est bientôt 100 000 abonnés sur la chaîne, donc rejoins l'équipage. On les vise avant 2024. En tout cas, on va commencer la review et surtout, on a le combat Luffy vs Kizaru. C'est excellent. Bon, déjà pour commencer, on va parler de Luffy vs Kizaru dès le début parce que c'est un gros élément du chapitre. Et en soi, il faut qu'on en parle parce que vraiment Kizaru est trop sous-estimé dans la communauté et franchement en fait on le voit ici, mais Kizaru n'a absolument pas peur de Luffy, puisqu'au début du chapitre on va avoir Luffy qui va choper Kizaru, enfin ça on l'avait vu dans le dernier chapitre, et donc il va faire comme ça avec son bras et balancer Kizaru super loin. Et en fait vraiment quand tu regardes le plan sur la tête de Kizaru, tu vois bien que Kizaru ne s'inquiète pas spécialement de Luffy, ni même du fait que c'est un Yonko, parce que en fait il prend toujours Luffy pour un petit rookie, et même en fait Luffy n'arrive pas à battre Kizaru pour l'instant. Après il n'est pas allé à fond non plus, mais Kizaru n'est pas du tout allé à fond non plus. Et pour ceux qui disent que Kizaru flippe devant Luffy, grosse goutte de sueur et tout, non, quand tu le vois, il est genre super calme, et au moment où Luffy fait comme ça, il est en mode oula, sois sympa avec moi s'il te plaît. Mais genre en mode voilà déconnade, tu vois, il rigole complètement, et en fait il le prend pas au sérieux. Et même au moment où Luffy va le balancer et qu'il est à deux doigts d'atterrir dans la mer, il fait je vais tomber dans la mer, 3 petits points, tranquillou, et il a les bras croisés, il regarde comme ça, bon tiens je vais me heurter à la mer là, ouais, bon allez vas-y on se reprend en main. Et donc du coup il va littéralement directement se redresser. En fait à aucun moment il flippe devant Luffy, à aucun moment il a peur de quoi que ce soit, il a toujours sa tête de base en mode assez blasé, assez tranquille, et même beaucoup trop tranquille, alors qu'il est en train d'affronter un empereur. Et ça franchement faut le souligner, parce que voilà, déjà moi je ne suis ni pro Yonko ni pro Amiro, et je ne comprends pas en fait le délire qu'il y a autour de ça, puisque que ce soit les Amiro ou les Yonko, je trouve que les deux sont intéressants, d'autant plus que tu as des Amiro qui sont plus forts que d'autres, et inversement pour les Yonko. Donc en fait je ne vois pas l'intérêt de choisir un camp ou d'être dans un camp. En fait les deux sont vraiment des camps intéressants, les deux sont cool, que ce soit les Yonko ou les Amiro. Et donc voir un combat, en fait juste personnellement ça me fait kiffer de voir ça, et en plus pour l'instant on reste sur de la cohérence, donc on est plutôt pas mal. En tout cas on a Atlas qui va partir dans le labo, donc dans la zone inférieure, et on a Vegapunk qui va l'accompagner. Donc déjà elle y est partie pour désactiver la barrière pour qu'il puisse s'échapper, mais on va également avoir Vegapunk qui va l'accompagner parce qu'il veut à tout prix sauver Bonnet. D'ailleurs Bonnet on en parlera après, mais il veut la sauver par-dessus tout parce que voilà, elle s'est mangée de l'attaque de Kizaru, elle s'est pris la barrière, faut qu'on en parle aussi après. Mais donc il va partir avec eux, et Sanji forcément tu lui dis d'aller sauver une femme, il va y aller aussi, donc Sanji va rejoindre aussi la bande pour aller sauver Bonnet. Eux ils vont partir avec le Vegatank 8 je crois, donc une sorte de boule sphérique en mode petite boule en mode tank tu vois, protection tout ça, et donc ils vont partir vers le labo inférieur, vers la zone inférieure, et on a Sanji qui va s'accrocher du coup directement au Vegatank, donc qui n'est pas dedans mais qui est accroché parce qu'il veut sauver Bonnet. D'un autre côté on va également avoir tout le monde qui va se mettre un petit peu à bouger, puisqu'on va avoir Jinbei qui a rassemblé les bagages et qui doit les diriger vers du coup la sortie. On a également Franky qui est pas loin et donc qui doit aussi se préparer. Donc là en fait l'objectif n'est pas forcément d'affronter la marine, d'affronter tout le monde, mais c'est bel et bien de s'échapper de l'île de Egghead avant que ça soit trop tard, avant qu'il y ait des morts et avant qu'il y ait des gens blessé par la marine. Bon alors il faut qu'on parle un petit peu de Bonnet, parce que ça c'est un truc que je trouve ça hyper intéressant. Déjà la façon dont Vegapunk en parle confirme bel et bien que Bonnet n'est qu'une enfant en réalité, et qu'elle n'a pas du tout l'âge, bon on le savait déjà tu vois, on l'avait déjà eu plusieurs fois sous sa forme enfant, mais ça se confirme encore plus, et surtout la façon dont on parle Vegapunk montre bien que c'est une gosse, et c'est hyper intéressant parce qu'on est en train de se dire que cette gosse de peut-être 7-8 ans, je ne sais pas, on n'a pas forcément son âge réel, en tout cas je crois pas que ça a été donné, est partie du coup à l'aventure, donc du coup suite à différents événements qui ont touché Kuma etc. Donc c'était une gosse qui a dû prendre l'apparence d'un adulte du coup pour partir à l'aventure, en tout cas pas vraiment pour l'aventure mais pour des raisons qui lui sont propres, et elle a réussi à se hisser
parmi les membres de la pire des générations, et en plus de ça, elle a réussi à aller dans le nouveau monde et à atteindre un tel niveau avec un équipage alors que c'était qu'une petite gosse de peut-être 8 ans. En fait, c'est juste énorme ce qu'elle a accompli avec une prime de fou à son âge. Après, on verra son lien, du coup, on a déjà son lien avec Kuma, mais potentiellement avec les dragons célestes ou avec d'autres choses, parce qu'on n'a pas encore toutes les révélations sur Kuma, sur Bonnet et tout, mais il y a fort à parier qu'il y a quelque chose d'intéressant derrière, étant donné, enfin, on sait déjà qu'il y a un truc d'intéressant, mais il y a un truc vraiment gros derrière, parce qu'elle a l'immunité, je l'ai déjà dit plusieurs fois, mais dans le chapitre, Sentomaru va la protéger, Kizaru refuse de la tuer, enfin en tout cas ne cherche pas à la tuer, même le Gorosei Saturn et tout, on dit qu'il pouvait l'épargner, Akainu l'avait également laissé partir, donc en fait, elle a l'immunité auprès des marines et du gouvernement, donc elle est fortement liée à eux, autre le fait qu'effectivement, ils lui ont pris son père, puisque Kuma a été utilisé par le gouvernement, par Vegapunk et tout. Donc voilà, j'ai hâte de voir les réelles raisons qui ont poussé Bonnet à faire ça, et même les aboutissants derrière le flashback de Kuma, mais en tout cas ça je trouve ça intéressant. Et en tout cas elle combat la marine. Elle combat la marine, sauf que voilà, elle se cache plus qu'autre chose, d'autant plus qu'elle a quand même pris la barrière, et on voit qu'elle a utilisé son pouvoir sur différents marines, qui sont devenus soit des gamins, soit des gosses, soit des vieux, voilà, donc son pouvoir est quand même extrêmement abusé, extrêmement cheaté, mais très intéressant, et en fait il faut qu'on parle du fait qu'elle a pris la barrière, outre le fait que Sentomaru est venu la sauver, là où franchement faut mettre un truc en avant, c'est que on a Bonnet qui a pris la barrière une fois, et qui est blessée, mais rien de si grave non plus. Elle n'a pas non plus d'une tonne de sang ou quoi que ce soit, elle n'est pas non plus à terre, elle est encore debout. Et donc si tu me dis que Luffy a cru mourir après avoir touché que 2 fois la barrière, donc une fois comme Bonnet, qui n'a pas tant de dégâts que ça, et une deuxième fois alors qu'il était en Gear 5, donc bien au-dessus de Bonnet, je vois pas comment il aurait pu croire mourir juste pour avoir traversé la barrière. Ce qui veut dire deux choses, soit c'est bien lié à l'attaque de Kizaru et non pas qu'à la barrière, donc c'est bien Kizaru plus les barrières qui ont causé les dégâts à Luffy et qui ont fait qu'il a cru mourir, soit Luffy est en Gear 5, je le rappelle, donc en fait c'est juste dans le délire en mode, voilà, il est toujours dans un délire où il rigole et il raconte un peu n'importe quoi quand il est en Gear 5 et tout, le côté un petit peu cartoonesque, et donc en fait il a juste dit en rigolant j'ai cru failli mourir, mais juste pour le délire parce qu'il a volé super loin et qu'il a dû revenir et tout, et en fait il n'y avait rien de sérieux dans ce qu'il a dit, c'était pas lié ni aux barrières ni à l'attaque de Kizaru, il a juste dit ça dans un gros délire en mode Gear 5. Mais je voulais quand même le préciser parce que c'est intéressant. Sinon on a encore pas mal de choses qui sont très cool dans le chapitre, et on va parler essentiellement, enfin en tout cas on va maintenant parler du combat Zoro contre Rob Lucci, combat qu'on a attendu pas mal de temps, qui finalement va être très court dans le chapitre, mais très intéressant dans ce que ça propose, et surtout dans les dires de Rob Lucci, mais également de Zoro, puisque les deux vont s'affronter, et on a Zoro déjà qui a ses sabres enflammés, potentiellement mis du haki dedans, et Rob Lucci qui a sa forme éveillée, jusque là normal et tout, et Zoro qui dit une phrase incroyable, avec une puissance aussi faible, il n'y a aucune chance que je te laisse combattre mon capitaine. C'est déjà énorme que le second de Luffy dise ça, je trouve ça vraiment très très cool, et effectivement s'il n'arrive pas à affronter Zoro, et même si justement Zoro le considère comme trop faible, effectivement contre Luffy il a aucune chance, et on l'avait déjà vu quand Luffy est passé en Gear 5, il lui a donné un coup et Rob Lucci a pris cher alors que Luffy n'a pas été touché, et Rob Lucci reconnaît ça puisqu'il dit t'as peut-être raison, donc il reconnaît qu'il a potentiellement pas la puissance pour vaincre Luffy, et il a dû s'en rendre compte de toute façon quand il a affronté Luffy en Gear 5, mais par contre, il pense que ça vaut la peine quand même de tuer le second d'un empereur. Et sur ça, je le rejoins à 100%. Si jamais il arrive à tuer Zoro, ça n'arrivera pas, on le sait très bien, il tuera jamais Zoro et il n'a pas le niveau de Zoro. Mais effectivement, de son point de vue, s'il arrive à battre et à tuer le second d'un empereur, c'est sûr qu'il va monter en grade et que niveau reconnaissance, il va être beaucoup plus reconnu au sein du gouvernement, tout ça. Donc effectivement, pourquoi pas tenter sa chance, même si personnellement, à aucun moment, je le vois gagner. Mais en tout cas, ce petit échange était très sympa. Pour revenir sur Kizaru, je l'ai dit encore une fois, il allait se scratcher dans la mer et tranquille, les bras croisés, il s'est relevé, il s'est redressé, et il fonce sur Luffy avec sa vitesse de la lumière, et il va créer plein de clones de lumière, plein de Kizaru de partout, et j'aime beaucoup parce que déjà, ça fait quand même plusieurs chapitres qu'on a de combat, et j'espère que ça va durer, qu'on ait des réels combats, mais en même temps, il y a du combat, mais en même temps de la logique derrière, parce que c'est vrai qu'ils ont chacun
un objectif différent et Kizaru n'a pas oublié son objectif qui est tuer Vegapunk. Donc il va attaquer bien évidemment Luffy avec ses clones. Luffy en mode Gear 5 avec les yeux qui ressortent surpris de voir tous ces clones de Kizaru. Encore une fois on est dans le délire cartoonesque mais j'aime bien. Et finalement Luffy qui fuit en mode vroom, super rapide en mode cartoon et tout, et qui en fait fait je rigole, et donc il se retourne parce que derrière lui il y a tous les clones de Kizaru qui le suivent, et bam il va attaquer et détruire tous les clones de Kizaru. Sauf que Kizaru, c'est pas Luffy qui a eu Kizaru en réalité, c'est plutôt Kizaru qui a eu Luffy, puisque le vrai Kizaru n'était pas du tout parmi les clones. Parce que comme j'ai dit, Kizaru lui à aucun moment il a oublié son objectif étant de tuer Vegapunk. Donc il est parti trouver Vegapunk, il est parti d'abord, il est tombé sur Usopp et tout, il a pas trouvé Vegapunk parce que Vegapunk était parti avec le Vegatank. Et donc là il est sur le point d'attaquer directement Vegapunk pour le tuer. Et on a Luffy qui flippe et tout, et donc avec ses gros yeux, sa langue qui sort et tout, il va foncer devant l'attaque de Kizaru, il va réussir en tout cas à l'absorber et à renvoyer les rayons de lumière. Donc ça a pas l'air de lui avoir fait trop de dégâts, d'ailleurs je tiens à préciser que Kizaru avec ses épées de lumière quand les clones ont combattu, ils ont réussi à blesser Luffy, même si j'ai pas l'impression que la blessure est restée très longtemps et que finalement Luffy s'est guéri tout seul avec son Gear 5, donc en réalité il l'a pas totalement blessé, mais en tout cas il a réussi à le faire saigner. Donc voilà, en tout cas ça met quand même, ça montre le niveau d'un amiral, ça montre en tout cas que Kizaru est très loin d'être faible, ce qui est sûrement le cas de bien sûr Akainu, et je rappelle que Barbe Noire avait quand même flippé quand Aokiji avait voulu se battre contre eux. Donc voilà, ça montre que ces trois amiraux ne sont pas du tout à sous-estimer. En tout cas, heureusement, Luffy est intervenu et on a Atlas qui va pouvoir donner un ordre aux pacifistas, donc reprendre le contrôle des pacifistas, et en gros il va leur donner l'ordre, elle va leur donner l'ordre plutôt de dégager tous les marines de l'île. Donc ça, très intéressant. Maintenant, est-ce que ça a réellement marché? Imaginez un autre truc qui se passe, parce que Saturne, si je dis pas de bêtises, avait le contrôle total, enfin en tout cas est au-dessus dans l'ordre il me semble, par rapport à Vegapunk. Donc si je dis pas de bêtises, si Saturne débarque, il peut tout simplement redonner un ordre en tout cas aux pacifistas, sachant que je pense pas, enfin je sais plus si Luffy et les autres, je sais plus s'ils sont au courant que Saturne est ici ou pas, mais on voit Saturne à la fin. Il va entrer en action, c'est obligé. On peut pas nous le montrer pendant 15 ans comme ça et tout. Il est toujours comme ça, les bras croisés, et là il attend, il fait jamais rien, ou avec son bâton, genre comme ça. Tu vois, à un moment, il va faire quelque chose. Il va faire quelque chose, et on rappelle qu'on nous a teasé une dinguerie pour la fin de cet arc-là. Un événement qui va marquer le monde et l'univers de One Piece. Donc vraiment, je m'attends, parce que là on approche du dénouement de l'arc, hein. Saturne est sur le point d'arriver, on a déjà Kizaru qui est là et tout. Il reste encore à savoir ce qui se passe du côté de Barbe Noire, puisqu'encore une fois, il y avait son bateau, mais on ne sait pas qui est ici, en tout cas on n'a pas de confirmation à 100%, même si on avait des petites théories. Donc il reste cet élément-là, mais à la fin de l'arc, il va se passer une chose, et cette chose-là devrait nous marquer, en tout cas j'espère, parce que maintenant qu'on nous a teasé ça, je veux vraiment pas qu'on ait une douille ou qu'on se prenne une douille de la part d'Oda, je veux qu'on ait quelque chose de réellement marquant pour cette fin d'arc. Donc voilà, après aussi bien à tout moment, il y a Im qui va balancer encore une fois son Atlas Flame direct sur l'île de Egghead, et donc tout va être rasé, imaginez la dinguerie, et donc ça va finir sur l'île de Egghead rasée, et donc les soit certains ont pu partir, soit il y en a qui sont restés, qui n'ont pas pu partir et qui vont mourir, genre des marines random et tout, parce que je vois pas Kizaru et tout mourir, mais bon on verra, en tout cas voilà, c'est ça de la théorie, mais j'ai beaucoup trop hâte. Malheureusement il y a une pause la semaine prochaine, mais franchement le chapitre 1093 de One Piece apporte beaucoup de bonnes choses, encore une fois très cool dans ce qu'il propose, et maintenant j'attends avec impatience le 1094.